François Bayrou, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, maire de Pau, président du MoDem, haut commissaire au plan. François Bayrou, nous allons parler évidemment proportionnel, vous y tenez. Vote anticipé séparatisme, relance économique, islamo-gauchisme, mais mollesse de Marine Le Pen aussi. Mais je voudrais commencer avec l'épidémie, Covid-19, stable pour l'instant. Le président de la République a fait le bon choix. Il a fait un choix très courageux contre beaucoup de spécialistes, entre guillemets, qui recommandaient au contraire le confinement. Moi, j'ai toujours pensé, vous savez, qu'on ne peut pas mettre un pays sous cloche, sauf conditions qui sont des conditions extrêmes. Ça a été fait au printemps dernier. Hein. Oui, mais peut-être fallait-il à cette époque. Vous vous souvenez, au printemps dernier, oui. On pensait que cette épidémie, c'était une épidémie qui ensuite allait s'arrêter. Une épidémie en une seule vague. Puis on s'est aperçu que ça n'était pas vrai. Et on s'aperçoit aujourd'hui que peut-être on est devant une question que nous avons étudiée avec le commissariat au plan, qui est « et si le Covid durait ?» Mais on voit bien, en tout cas, qu'il y a une issue et une seule à cette épidémie, c'est la vaccination. On voit bien que la question de la vaccination est une question, au fond, extrêmement simple. Elle dépend uniquement du nombre de doses de vaccins disponibles. Donc de la production industrielle du vaccin. De la production industrielle. Un pays comme le nôtre a tous les moyens de vacciner aussi largement qu'on le voudra, dès l'instant que les doses de vaccins existent. Je prends un exemple. Donc à nous de les produire. Je prends un exemple simple. Il y a 22 000 pharmaciens d'officine en France. Oui. Si chacun de ces 22 000 fait 100 vaccinations par mois, eh bien on se trouve à, d'un seul coup, 2 200 000 de plus qui sont vaccinés. Et tout ça sans compter les hôpitaux, les cliniques. Alors produisons les vaccins en France et en Europe, le plus vite possible. Produisons les vaccins. Moi je suis heureux parce que nous allons avoir à Pau une unité de production des vaccins réalisée par une entreprise française de production, de mise en condition et de conditionnement des vaccins. Il y aura 3 ou 4 sites en France et je suis très heureux qu'on puisse à Pau en produire des centaines de milliers. Bien, François Bayrou, bon, pour l'instant la situation est sous contrôle, enfin sous contrôle, l'épidémie est stable. En tout cas les chiffres sont encourageants. Bon, l'épidémie est stable, mais si par hasard, comme le disent beaucoup d'infectiologues, si par hasard l'épidémie remontait, s'il y avait une poussée épidémique, que faire ? Confinement national ou des confinements locaux. Comme c'est une stratégie, la stratégie zéro Covid. L'Allemagne, d'ailleurs, est en train d'épouser cette stratégie. C'est ce qui se fait en Australie, en Nouvelle-Zélande, je ne sais pas, moi, au Vietnam. C'est ce qu'on annonce qui va se faire. Voilà. Et après tout, c'est une bonne stratégie. Ça consiste à isoler des zones dans lesquelles il n'y a plus de contamination et à rendre ces zones le plus étanches possible de manière que c'est une bonne solution. C'est la solution. Je ne dis pas que c'est la solution. Pour moi, la solution, c'est le vaccin. Oui. Pour moi, la solution pour la réouverture, pour que la vie reprenne. Je pense en particulier aux universités. Oui. Et je pense à la culture, à tout ce qui est justement, événementiel. Est-ce que vous allez rouvrir les musées à Pau ? Il n'est pas. Moi, je ne veux pas qu'on ait des décisions locales qui soient pas en phase avec l'échelon national, mais on est prêt à le faire. On en a parlé évidemment avec les responsables. Vous n'allez pas faire ce qu'a fait Louis Alliot à Perpignan. Non, vous comprenez. Si on n'est pas solidaire dans une période et une crise comme celle-là, si on ne réfléchit pas tous ensemble, si on essaie de faire de la communication locale, je trouve qu'on n'est pas responsable. Est-ce que le festival de Pau aura lieu l'été prochain, François Bayrou? Alors, le festival d'été. Il y a plusieurs festivals. Oui. Si on peut, évidemment, et je répète que selon moi, c'est lié à la vaccination. À la vaccination. Une forme de quoi? De passeport vaccinal? Est-ce que vous êtes pour ou contre? Vous savez bien. J'aime pas trop cette expression, mais ça peut être un certificat de vaccination digitalisé. J'ai toujours défendu cette idée que, comme la vaccination est la clé,
on pourra réouvrir rapidement, j'ai indiqué, des secteurs d'activité, dès l'instant qu'on s'assurera que sont vaccinés tous ceux qui veulent y participer. Alors, on dit passeport, certificat, carte de vaccination. Vous savez, quand vous voulez aller en France, en Guyane, oui, vous êtes obligé de produire une carte de vaccination pour la fièvre jaune. Et personne n'a eu le sentiment que la vaccination pour la fièvre jaune était une atteinte aux libertés individuelles. Alors pourquoi n'ouvre-t-on pas ce débat en France ? Eh bien, je l'ai ouvert, si vous permettez. Oui. Je l'ai ouvert, soutenu. Je me suis fait copieusement prendre à partie et même insulter assez sévèrement sur les réseaux sociaux. Mais bon, c'est ça le lot de ceux qui essaient de penser un peu à l'avance. Mais le gouvernement semble très réticent, François Bayrou. Le gouvernement tient compte de l'opinion publique, il y a des avis différents en son sein, mais la chance qui est la mienne, c'est que je ne suis pas le gouvernement. Alors justement, vous n'êtes pas le gouvernement, et ça je pense que nous allons le constater, parce que sur certains points, tiens, par exemple, le fameux vote par anticipation. C'est une bêtise d'avoir comme ça introduit rapidement un amendement au Sénat lors d'une procédure accélérée sur l'organisation de la présidentielle de 2022. Alors, sûrement, ça part de bons sentiments. Vous aurez noté que j'ai fait la phrase de consensus. De consensus. Mais j'arrive pas à comprendre la manière dont ces débats naissent en France. On est devant une question que, vous savez, nous avons soulevée avec le mouvement démocrate depuis des mois et des années, qui est la recherche de nouveaux moyens d'exprimer le vote alors que l'abstention explose. L'épidémie a fait que beaucoup de gens ne sont pas allés au bureau de vote. Et pendant ce temps, quand on regarde ce qui se passe dans toutes les autres démocraties du monde, alors on s'aperçoit qu'aux États-Unis, il y a plus de 100 millions d'électeurs qui ont voté par correspondance pour l'élection présidentielle sur laquelle le monde entier avait les yeux fixés, et on n'a pas pu trouver une seule suspicion. En Allemagne et en Suisse, les élections locales se sont tenues tandis que nous repoussions les nôtres parce qu'ils ont le vote par correspondance. Il n'y a rien de plus simple et de plus sain sur les principes que cette expression du vote. Il y a le vote par Internet. Le président de la République s'était prononcé sur ce sujet. Le vote par anticipation, bon, je ne sais pas si ça a un avantage ou pas. J'ai plus de points d'interrogation que de réponses dans mon esprit. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas une réflexion globale sur ces sujets ? Mais pourquoi ? Alors pourquoi ? C'est pas parce que, je vais vous dire, je crois que tout ça est lié au fait que nous n'avons pas de bonnes règles de représentation, qu'on croit que pour être efficace, de la proportionnelle. on croit, mais sur le fond, que pour être efficace, il faut être hégémonique, faut avoir tous les pouvoirs et toutes les majorités. Et en réalité, si vous avez tous les pouvoirs et toutes les majorités, le pays n'adhère pas et vous ne pouvez pas entraîner ou proposer ou imposer une seule réforme sans l'adhésion. C'est donc un mauvais fonctionnement de la démocratie. C'est un fonctionnement de la démocratie qui est absolument nuisible. Nuisible. Mauvais, nuisible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le pouvoir est concentré entre une seule main, celle du président de la République et de sa majorité. Mais François Bayrou, c'est le cas. J'ai toujours été défenseur de la fonction présidentielle. Oui, non mais... n'est-ce pas ? Peut-être on peut, en deux phrases, revenir en deux phrases, à l'idée qui était celle du général de Gaulle quand il a créé la Ve République. Il a dit « Nous allons enlever l'exécutif aux manœuvres et combinaisons parlementaires, nous allons le confier à un président de la République élu, et ensuite il formera son gouvernement, écoutez bien cette phrase, entre guillemets, en tenant compte des nuances de l'Assemblée nationale. » Il voulait dire que quand vous avez un président élu qui a la légitimité du pouvoir, après, il lui est loisible d'élargir, de tenir compte. Mais regardez ce qui se passe en Italie.
c'est formidablement intéressant. C'est un laboratoire politique formidablement intéressant. Absolument. Monsieur Draghi, l'ancien président de la Banque Centrale Européenne, qui s'allie avec qui? Avec Monsieur Salvini. Non, non. Comment non? Votre appréciation n'est pas juste. Ah bon? Que fait Mario Draghi? Et je trouve que c'est une expérience formidable. Il réunit autour de lui. Et ça répond à toutes les questions qu'on pose en France, que posent les adversaires de cette règle électorale juste, parce que c'est ça la question. C'est que tout le monde soit représenté. Que vous soyez dans la majorité ou dans l'opposition, vous avez le droit d'être représenté. Que fait Mario Draghi? Il est devant une assemblée qui est divisée. Eh bien, il réunit les forces différentes pour former un gouvernement d'entente nationale. La Ligue, le mouvement 5 étoiles, Monsieur Berlusconi. Tous ceux qui se sont opposés pendant des décennies. Il dit, écoutez, moi je suis le chef du gouvernement. Mais c'est possible en France? Je suis le patron. Mais bien sûr que c'est possible, puisque nous avons l'élection présidentielle. Un gouvernement réunissant toutes ces tendances politiques. J'aime bien parce que vous répétez ce que j'ai plaidé pendant 20 ans. Mais non. Dès l'instant que vous avez un patron, et le président de la République est un patron, investi de la légitimité que lui donne le suffrage de la majorité des Français. C'est à lui qu'on remet le soin de conduire l'exécutif. Dès l'instant que vous avez ce patron investi de légitimité, il peut élargir. Qu'est-ce que c'est la proportionnelle? Il y a une tendance qui a le pouvoir, mais ce mode de scrutin juste l'oblige à tenir compte des autres. À tenir compte même de ceux qui sont dans l'opposition. Même de ceux qui se sont opposés. Alors Marine Le Pen dans un gouvernement d'Emmanuel Macron, pourquoi pas? Non, mais vous voyez que les caricatures... C'est pas des caricatures. Jean-Jacques Bourdin, les caricatures empêchent de réfléchir. Oui, d'accord. Donc, il y a en France des majorités. Il y a des oppositions. Vous pourrez vérifier quelque chose. Aucune des grandes lois, j'allais même dire aucune des lois marquantes qui ont été adoptées depuis 4 ans ne l'a été sans qu'il y ait des votes de l'opposition pour ou des abstentions qui lui permettent de passer. Aucune de ces lois n'a été imposée par la majorité contre l'opposition. Et si on mesure ça, alors on se rend compte que ça n'est pas tant la majorité numérique qui compte. Ce qui compte, c'est d'être capable de rassembler. Et regardez ce que le président de la République vient de faire avec sa décision sur « on ne confinera pas » contre tout le monde. Et bien tout d'un coup, ça a suscité un élan, un soutien, un rassemblement. Mais François Bayrou, dans le ça fait des années que vous plaidez pour cette proportionnelle. Mais j'étais minoritaire, mais maintenant je commence à être majoritaire. Vous en avez parlé avec Emmanuel Macron ces derniers jours? Toujours, oui. Et alors? Est-ce que ça va se faire pour la prochaine législative? Je n'ai qu'une seule règle, c'est des règles simples. Quand je parle avec le président de la République, je ne le raconte pas sur les plateaux de télévision. Mais moi je vous pose une question simple. Est-ce que pour la législative de 2022, ça va se faire? En tout cas, c'est sur ce point que je me bats et c'est dans ce sens que je veux aller. Et quand je mène un combat, c'est parce que je crois qu'on peut le gagner. Vous allez y arriver? J'espère. Je crois. Sincèrement? Oui, sincèrement. Sincèrement, vous pensez que le président de la République aujourd'hui est à l'écoute? Je pense qu'il l'écoute. Je pense que c'est un problème qu'il... Il nous regarde, là. Je suis sûr qu'il nous regarde. En tout cas, à côté de son bureau, la télévision est allumée sur votre chaîne. Je sais. Quand vous avez une promesse de campagne, que cette promesse est soutenue par la majorité des forces politiques du pays, quelle est la seule condition pour changer la manière dont on gouverne et les rapports entre le pouvoir et le pays. Et que ça ne coûte rien. Quelle raison y aurait-il de ne pas le faire? François Bayrou, est-ce que vous trouvez... Vous avez vu peut-être une déclaration. Il y a une force politique qui n'est pas par nature ou par tradition favorable. C'est LR. Mais Gérard Longuet, qui est une des figures les plus importantes de ce courant politique et les plus expérimentées, Gérard Longuet, il a dit, écoutez, c'est le seul moyen de changer la manière dont on gouverne la France. Et on en a follement besoin, puisque le pays tout entier se détourne des urnes et se détourne de l'attention à ce qui se passe à l'Assemblée nationale.
Alors, si c'est un pas à faire, c'est maintenant qu'il faut le faire. Allons-y. Est-ce que vous trouvez Marine Le Pen molle ? Bon, ne me mêlez pas à des polémiques dont je ne suis pas partie prenante. J'en ai suffisamment pour mon compte. Mais non, franchement, c'est quoi ? C'est cynique, ce propos de Gérald Darmanin ? C'est une petite des débats. Tactique politicienne. Ce sont des pics de débats comme il y en a. C'est habile ? C'est habile ou pas ? Trop souvent. Vous connaissez bien la politique. C'est habile ou pas, François Bayrou ? Je connais suffisamment la politique pour penser qu'il faut en parler sur le fond. Le reproche qu'on peut faire à Marine Le Pen, c'est que ces prises de position sont destinées à diviser le pays, à faire en sorte que flambent les oppositions à l'intérieur du pays. C'est sur et sur des questions qui sont extrêmement difficiles, l'immigration, l'identité, et qu'on doit traiter, mais qu'on doit traiter avec la sérénité suffisante pour qu'au bout du chemin, toutes les sensibilités reconnaissent que on les a prises en charge réellement. Alors franchement, François Bayrou, c'est bien parce que vous me conduisez... Oui, c'est moi qui conduis l'interview, c'est ça que vous dites. Non, la question suivante. Est-ce que vous trouvez franchement la loi dite séparatisme utile ? Oui. Utile ? Je pense qu'il y a, complète, il y a un certain nombre de maires ou d'administrations qui sont désarmés devant des conduites qui sont des dérives. Alors pourquoi tant de réticence des autres, de toutes les religions ? Aussi, François Bayrou, aussi. Bon. Qu'est-ce que dit cette loi ? Et au fond, qu'est-ce que dit la grande tradition de la laïcité française ? Et j'en parle, comme vous savez, comme un défenseur de la laïcité et comme quelqu'un qui est croyant. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'elle dit, cette loi ? Elle dit, il y a une séparation des responsabilités et une religion ne peut pas faire la loi. Une religion, c'est une foi, c'est très important pour des familles et pour des personnalités. Mais la religion accepte de vivre dans cette France dans laquelle la loi est pour tous et la foi de chacun est respectée. Mais lors des débats, de quoi a-t-on parlé essentiellement pendant 15 jours ? Du voile ou pas du voile ? Franchement, vous avez trouvé les débats à la hauteur du problème ? J'aime pas juger comme ça. Non, mais moi je juge. En tout cas, je juge une chose. Vous dites, pardon, je vous coupe, François Bayrou, parce que sur ces questions-là, je vous sais très en pointe. Lors des sorties scolaires, peu importe que certaines mamans soient voilées, expliquent les responsables des écoles catholiques, qui parfois, catholiques sous contrat, qui parfois ont 70% d'élèves de confession musulmane, dont les parents sont musulmans. Voilà ce que disent ces responsables. Et ces responsables d'école catholique disent que viennent chercher ces parents musulmans ? Ils viennent chercher l'espérance, un endroit où l'on parle de Dieu. Un endroit où l'on parle de Dieu. Oui, ils viennent chercher du respect. Du respect. Et franchement, la manière dont on enseigne et dont on parle des enfants qu'on a en face de soi et de leurs parents, ça devrait être le bien commun de l'école privée et de l'école laïque, de l'école publique. Ça devrait être la même chose. Parce on devrait voir la mère de famille avant le foulard. Bien sûr. Pour moi, la laïcité, c'est ça. La laïcité, ça veut dire qu'il y a une compréhension mutuelle, qu'on comprend ce que c'est une mère de famille issue d'une tradition, qu'on comprend ce que c'est un enfant qui cherche à s'en émanciper assez souvent. Comprenez, l'autre nom de la laïcité, c'est le respect. François Bayrou, est-ce que l'islamo-gauchisme gangrène la société ? Et l'université qui n'y serait pas imperméable, c'est ce que dit la ministre Frédérique Vidal. Bon, j'observe beaucoup l'université française. Oui. Et ça ne me paraît pas être le premier problème de l'université française. Oui. On est aujourd'hui devant des questions qui sont des questions extrêmement lourdes, avec des étudiants qui n'ont pas vu d'enseignants physiquement depuis des mois et des mois. Et c'est particulièrement grave pour les étudiants qui entrent pour la première fois à l'université, des moments dans lesquels la vie se joue.
On découvre des amis, on se fait des amis pour la vie. Certains sont épanouis, d'autres sont introvertis, ont du mal à rencontrer. C'est souvent la première fois qu'ils sortent de leur famille. Et tout ça en même temps qu'on découvre une discipline, une pensée et une science qui se fait aussi à l'université par la recherche. Eh bien, le sentiment qui est le mien, c'est que on ne peut pas aujourd'hui considérer que l'université soit devant ce genre de questions centrées perpétuellement autour de l'islam ou d'une religion. C'est pas comme ça que je le ressens. Bien. En tout cas, dans les universités que je connais, c'est pas comme ça que ça se passe. J'ai une dernière question, François Bayrou, sur la relance, parce que on parle des étudiants qui souffrent pour beaucoup. La relance, cette relance, vous plaidez pour un plan de reconquête de l'appareil productif que vous allez présenter. Oui. Je vais d'abord présenter dans les heures qui viennent, quelques jours qui viennent, une note sur la dette. Comment peut-on assumer la dette qu'on a été obligé de contracter pour la solidarité, pour sauver le pays devant l'épidémie et pour soutenir un certain nombre d'activités? On vient de parler de l'aéronautique sur votre écran, avec la catastrophe que ça suppose et l'espoir qu'on a que ça reparte. Mais l'observation que je fais est celle-ci. On a le modèle social le plus généreux du monde. Simplement, un modèle social, il faut qu'il puisse être financé. Et nous n'avons plus l'appareil productif qui permet de financer ce modèle social. Alors ? Il faut donc un plan d'urgence, j'appelle ça un plan Marshall, de reconquête de l'activité productive, de l'industrie, de l'agriculture, des services, pour qu'on ait la capacité de porter ce modèle social. On ne peut pas accepter que la France, c'est terrible à dire, et le commerce extérieur qui fait que nous avons 65 ou 75 milliards de déficit du commerce extérieur, pendant que l'Allemagne a 220 milliards d'excédents du commerce extérieur. Les Allemands ne sont pas plus forts que nous. Le plan présenté ? Oui. On a deux impératifs auxquels il faut répondre. Premier impératif, comment finance-t-on les dizaines, centaines de milliards qu'on a dépensé pour la solidarité? Et deuxièmement, comment finance-t-on le plan de reconquête qui fasse que notre production et notre production industrielle remontent peu à peu dans le produit intérieur du pays pour qu'on puisse assumer notre rang d'abord et notre financement du modèle social. Merci François Bayrou. Merci à vous. D'être venu nous voir ce matin, RMC BFM TV.